La République du Tchad souveraine n'oubliera pas qu'elle est grande et qu'elle est belle. Tchadiens, crions notre joie. Il est minuit. Je proclame solennellement que le Tchad est indépendant et souverain. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance, l'Office national des médias audiovisuels ouvre des séries de débats avec les différents acteurs de la vie publique. Pour cette table ronde, nous nous intéressons au secteur du tourisme. Ainsi, pour débattre de l'évolution et de la participation du tourisme dans l'économie nationale, nous recevons deux invités sur ce plateau. Il s'agit de Diorbay Komtebaye, président de la Fédération tchadienne des professionnels du tourisme. Bonjour. Bonjour, monsieur. Le second invité, c'est Sem Seka, promoteur de l'écotourisme sur le lac Tchad. Bonjour. Bonjour. Oui, bienvenue, chers invités, sur le plateau de l'ONAMA. Il est question ici de l'évolution et de la participation du tourisme dans l'économie nationale. Vous, président de la Fédération tchadienne de professionnels du tourisme, est-ce que vous pouvez nous parler succinctement de l'évolution du tourisme au Tchad de 1960 à nos jours? Comment le tourisme a évolué? Bon, un petit rétro, c'est que le tourisme a pris effort au Tchad dans les années 48. Et puis, les pionniers ont commencé à partir de 48-50. Et tout à fait, avec l'indépendance 1960, l'essor du tourisme a commencé à se préciser. On parlait de 100 visiteurs quand ça a commencé. Et vers les années 50-60, on est arrivé à peu près à 1000 visiteurs. Et donc, la nécessité, avec l'accroissement des visiteurs, la nécessité s'est fait sentir un peu très tôt. Très tôt, et le président Tomolay, ayant constaté cette nécessité, a pris le problème à bras le corps en instaurant ce qu'on a appelé l'emprunt national. Parce qu'il fallait construire les structures et les infrastructures. Donc l'emprunt national, si vous avez entendu parler, c'était le tourisme qui a motivé l'emprunt national. C'est ça qui a permis de construire les premières structures, notamment ce que vous avez appelé l'hôtel tchadien. Aujourd'hui, on appelle ça Novotel la tchadienne. Mais ça, c'est construit sur l'emprunt national des Tchadiens. Immédiatement après le Novotel, vous avez vu les hôtels de chasse. Parce que les premiers touristes, c'était le tourisme de vision, le tourisme de chasse. Et pour satisfaire à leurs besoins de voyage et tout ça, qu'est-ce que vous entendez par tourisme de chasse? Tourisme de chasse, c'est que les Occidentaux, notamment les Français qui s'intéressaient beaucoup à ça, ils venaient chasser, prélever des espèces rares. Les espèces rares, c'est-à-dire les éléphants, les panthères, pour les besoins de peau, pour les besoins de défense, ils venaient prélever ces espèces rares dans notre faune. Voilà, c'est ça le tourisme de chasse. Et ils faisaient un coup, en une pierre deux coups. Parce qu'en plus de la chasse, ils faisaient des divertissements. Il fallait que, par exemple, quand ils donnent un coup mortel à un éléphant, par exemple, avant que l'éléphant ne s'éteigne, il fallait que les guides de chasse aillent monter sur le dos de l'animal qui se débat pour mourir, et puis ça fait un film. Donc voilà un peu les premiers besoins touristiques, c'était la chasse, c'était la vision. Oui, vous parlez aussi du tourisme de vision. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer à nos téléspectateurs, c'est quoi d'abord le tourisme de vision? Voilà, le tourisme de vision, c'est-à-dire le besoin, c'est de voir. Comme ça se fait maintenant au parc de Zakoma. Les gens venaient spécifiquement
pour voir les espèces rares, les crocodiles, les panthères et tout, les voir et les filmer, mais pas les prélever. Il y en a qui, comme je disais tantôt, d'une pierre deux coups, c'est-à-dire après la vision, il fallait abattre un animal, soit une panthère, on a besoin de sa peau, ou bien un éléphant, on a besoin de sa défense. Donc voilà un peu la vision et la chasse. On faisait des fois une en deux. Quelquefois on parle aussi du tourisme culturel. Ah, mais ça c'est l'évolution. C'est l'évolution de la culture. Vers le XXIe siècle, le tourisme devient plus culturel. La définition même du tourisme, c'est que quand vous partez de chez vous, pour une durée de 48 heures, vous passez la nuit hors de chez vous, pour une durée de 48 heures, quel que soit le motif, vous êtes déjà un touriste. Ça, c'est la définition de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme. Donc, lorsque vous partez de chez vous pour satisfaire aux besoins culturels, les gens, quand ils partent de la France pour le Tchad ou pour l'Afrique, c'est pour découvrir un peu comment les Africains ils vivent, comment ils mangent, comment ils dorment, comment ils s'asseyent. On ne peut pas quitter le luxe qu'il y a en Europe pour venir dormir dans un hôtel. L'hôtel, c'est juste un besoin pour la nuit. Mais en réalité, ils viennent pour satisfaire leur curiosité. Donc le tourisme culturel regroupe tout ce qui est culture, la danse, la nourriture, la tradition, les voyages, les contes, la façon de dormir, la façon de se marier. Bref, la culture des tribus. Et vous voyez, un pays comme le Tchad, c'est plus de 200 ethnies, il y a au moins 200 cultures à découvrir. Les Sarahs se marient comment, les Bananas habitent où, leur façon de construire, l'architecture même des maisons, tout ça c'est des curiosités et des besoins touristiques. C'est ça ce qu'on appelle à peu près le tourisme culturel. D'accord. Oui, M. Sem, en partant de la définition du président de la Fédération tchadienne du tourisme, alors, tout compte fait, le tourisme, c'est par définition, selon ses propres termes, c'est le voyage. Et dites-nous comment s'est fait le voyage sur le lac Tchad, autrement dit le tourisme, comment est né le tourisme sur le lac Tchad, comme vous êtes promoteur du tourisme, de l'écotourisme sur le lac Tchad. Le tourisme est né dans le lac Tchad, comme il le disait tantôt, pour le besoin d'observer et satisfaire ce besoin qu'on appelait le tourisme sportif. Ce tourisme sportif, effectivement, c'est la chasse. Donc, la chasse dans la zone, au départ, c'était pas vraiment de la faune, mais on appelait la petite chasse parce que c'est les oiseaux, les petits mammifères autour qui sont, on appelle communément les gazelles et autres. Voilà. C'était ça, c'était l'abondance parce que c'était le début de la terre. Et donc, ça s'est passé autour, je dirais aujourd'hui, N'Djamena, parce que le lac Tchad, c'est juste après Facha, avant. Bon, donc ça s'est passé de cette manière. Et après, on a trouvé bon qu'il fallait trouver une structure. Effectivement, la structure au besoin est née en 1963. Il y a une ordonnance de 1963 qui a créé les hôtels de chasse. Donc, c'est cette ordonnance-là qui a créé l'hôtel de Dougia, par exemple. Donc, l'hôtel de Dougia, c'est l'hôtel safari, avec précision, dont les gens y viennent pour aller faire de la petite chasse. Et ce qui les intéressait, c'est ce qu'on appelle globalement les autruches, d'abord, et puis ce qu'on appelle encore ordinairement les sarcelles. Les autruches sur le lac Tchad? Oui. Mais pourtant on dit que l'autruche, sa vie est dissociée à l'eau. Je pense que cette étude-là reste une étude, et si cette espèce n'existait pas, les gens ne l'auront pas fait. Alors, donc, voici les espèces auxquelles les gens s'étaient d'abord intéressés. Et puis voilà, quand tu tues sur les oiseaux d'une manière générale, tu dois courir derrière pour les rattraper, sauf ceux qui tombent sur le champ et meurent. Alors, donc ça fait du sport, ça fait du regard, ça fait du plaisir, ainsi de suite. Voici comment ça a commencé aux abords du lac Tchad. Mais dans le lac Tchad en particulier, c'est que c'est cette diversité culturelle. C'est-à-dire, quand tu vas en pays Kotoko, tu as tout ce qui est valeur culturelle. En pays Kotoko, il y en a beaucoup. Ils ont leurs particularités, leur mode de vie. Les Kotoko qui se réfèrent, qu'on a référé aux Sao, qui remplacent les Sao du Tchad, au fait, en réalité, dans l'histoire. Alors, ils sont de grande taille. Leur mode de vie, c'est vivre au bord du fleuve, ainsi de suite.
Donc ça, c'était déjà les premières attractions qui amenaient les gens à quitter N'Djamena en destination du lac. Ça, c'est le début. Et progressivement, il faut aussi dire que, bon, ce qui a favorisé tout ça, c'est aussi le changement climatique. Parce que la Terre continue par naître, l'eau se retire, les hommes se multiplient, ainsi de suite. C'est ce qui fait que, bon, au niveau international, on a commencé à dire qu'il y a le changement climatique. Il faut partir voir le lac Tchad. Quel est son changement climatique là-bas? Parce qu'on est passé de la mer au lac. Et on a continué par dire, ok, le lac Tchad diminue. Donc ça intéresse les gens. Ça, c'est du point de vue scientifique. Alors, la recherche est là. Ça fait du tourisme. Et maintenant, après les chercheurs, d'une manière générale, il y a l'autre étape qui est celui-là qui dit, ben, bon, le lac Tchad, ça a diminué, je viens voir le lac Tchad. Ça, c'est la curiosité et c'est la découverte. Maintenant, le troisième qui dit, non, je suis amoureux du concept de la nature, je pars découvrir la nature. Donc, dans la nature, tu as tout ce qui est la végétation, l'environnement d'une manière globale et puis avec sa particularité. Donc tu vas trouver en matière de tourisme, écotourisme, tu vas trouver les populations, tu vas trouver la faune sauvage, la faune aquatique, les poissons, différentes qualités de poissons, d'espèces, voilà. Donc c'est tout ça qui fait que, ok, beaucoup de gens sont intéressés pour aller découvrir toute cette ambiance-là. Et la particularité aussi, c'est que le lac Tchad, bizarrement, on dit que le lac Tchad, c'est pas seulement l'eau. Il y a, on a dit la nature, dans la nature, il y a les montagnes. Alors ça aussi, ça attire les gens. Et ces montagnes ont des particularités dans la zone. Non, mais au fait, pour le commun de montagne, quand on parle du lac Tchad, c'est l'eau. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, je le précise bien, on parle du lac Tchad, c'est l'eau. Mais c'est pas seulement l'eau. Donc il y a aussi les montagnes dans le lac Tchad. Les montagnes dans l'eau. Qui étaient dans l'eau, qui aujourd'hui sont en surface. Maintenant, dans les îles, la particularité, c'est que l'île, c'est quoi? Il y a la terre, il y a l'eau autour. Et les gens y vivent. Comment ils vivent? Il faut le découvrir. Tout à l'heure, il parlait de l'architecture. L'architecture des maisons, je les appelle des maisons, dans le lac est différente de nos architectures en surface terre. Alors, les matériaux auxquels les gens utilisent pour construire leurs maisons sont aussi différents. Ici, on utilise la terre, mais dans les îles, on utilise le papyrus. Donc, c'est des feuilles. D'accord? Tu as par exemple des espèces qui n'ont pas de racines. Ils sont flottants. On parle des îles flottantes sur le lac Tchad. Il faut les découvrir. Quand tu vas sur une île flottante, tu es là, tu prends ton GPS par exemple, il est 16 h, et puis tu dis tu es à l'est. Mais si jamais le vent arrive, eh bien, autour de 17 h, ta position n'est plus la même. D'accord. Et parlant globalement de l'évolution du tourisme au Tchad, alors, tel que vous l'avez décrit en parlant de sa genèse, comment vous trouvez l'évolution du tourisme aujourd'hui au Tchad, de 1960 à nos jours? Est-ce que le tourisme a réellement connu un essor? L'évolution du tourisme au Tchad, ça balbutie. En fait, je dirais que les Tchadiens, désolé, mais ils ne connaissent pas l'intérêt du tourisme. Parce que de par le monde, je dis de par le monde, les États-Unis, la France, tous les pays occidentaux que vous voyez, vivent du tourisme. Le tourisme, aujourd'hui, c'est la première industrie du monde. Ce n'est pas le pétrole. Les gens se focalisent sur le pétrole. Mais le tourisme rapporte plus d'argent que le pétrole. Et puis c'est de l'argent frais. Parce que le touriste qui arrive, il vient pour satisfaire ses besoins, comme nous disons tantôt. Minimum, il a quelque chose dans sa poche. Vous n'allez pas à la Banque mondiale ou au FMI faire des bons avec des intérêts que vous ne comprenez pas. Le type, il vient, il laisse les espèces. Et ça, c'est ça le tourisme. Malheureusement, au Tchad, comme je disais, ça balbutie parce que les gens, ils ne comprennent pas. Le tourisme, il est transversal. C'est l'État qui doit être en première ligne du développement du tourisme. Pourquoi je dis que le tourisme, il est transversal? Parce que le type qui prend l'avion, qui arrive à N'Djamena, mais il faut que l'aéroport soit fait. Le développement de l'aéroport, ce n'est pas un privé, c'est l'État. Le type qui arrive à N'Djamena dans son avion, et il va prendre la route pour aller enfin, visiter les divers coins du pays, mais il faut que l'état de la route soit aménagé. C'est l'État qui est devant en première ligne. Donc le tourisme rapporte
énormément de l'argent. Je vous donne l'exemple de la Tunisie en 2017, je pense. Vous pouvez consulter, les informations sont là sur les Google. 2017, le tourisme a rapporté 12,5 millions de dollars. C'est-à-dire l'équivalent de 7 000 milliards de francs CFA. C'est-à-dire 7 fois le budget annuel du Tchad en une seule année. Vous voyez? Donc, l'évolution du tourisme au Tchad nécessite que l'État soit au devant de la scène. Parce que comme je dis, c'est transversal. Il faut refaire les aéroports. Personne ne peut prendre le risque si l'aéroport n'est pas convenable, si la route n'est pas convenable. Donc ça freine le tourisme. Et donc, l'évolution du tourisme, on dit, nous mesurons l'évolution du tourisme, nous mesurons en termes d'arrivée, en termes de voyage. Et le point de repère, c'est l'Organisation mondiale du tourisme. Le label que l'Organisation mondiale du tourisme attribue, ça s'appelle une destination touristique. Le Tchad, comme tous les autres pays, si nous voulons atteindre une destination touristique, ça veut dire le minimum qu'on nous demande, c'est d'avoir 500 arrivées dans l'année. Il faut qu'on enregistre 500 passagers qui arrivent, tout confondu. Hein. Aujourd'hui, par exemple, je parlais que dès le début, on était à 100 passagers, 100 arrivées annuellement. On est arrivé en 1960 à 1000 arrivées. Mais en 2021, on passe de 100 à 1000 et de 1000 à 170 000. Oui. Ouais, on va atteindre de 500 000 quand. Donc c'est ça. C'est pas parce qu'il manque de besoins, mais c'est parce qu'il manque des infrastructures d'accueil. Et puis, la satisfaction du besoin tourisme. Les infrastructures d'accueil, par exemple, les hôtels, oui? Non. Les infrastructures, comme je dis, c'est transversal. C'est les aéroports, c'est les routes, tout ça c'est confondu, y compris les hôtels. Les hôtels, c'est un petit besoin. Hein. C'est un tout petit besoin. Mais le gros besoin, c'est... Personne n'a envie de venir rester au Tchad pendant... Moi, le tourisme, je fais un budget, j'ai un voyage de 7 jours. Et si je dois venir, ça veut dire j'ai 7 jours de séjour au Tchad. Mais si on me dit que l'avion arrive une fois chaque 2 mois, je fais comment? Je ne viens pas au Tchad. Mais je regarde au Cameroun, il y a un vol tous les jours. Mais ce sont les mêmes éléphants qui sont au Cameroun et au Tchad, non? Je vais aller au Cameroun voir mes éléphants, parce que là-bas, je vais mardi ou un vendredi, je repars. Donc, ouais, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, le développement des infrastructures, là, c'est pas seulement sur les hôtels, c'est transversal. Et le plus gros besoin, c'est l'État qui doit être en première ligne. Malheureusement, on n'y est pas encore. Pour le commun du mortel, 5 étoiles par exemple, c'est un hôtel qui a 5 étages, ou bien? Ah non, 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 non. C'est pas en termes de bâtiment. C'est pas en termes, c'est en termes de service. Le nombre d'étoiles. Bon, par exemple, si c'est des types d'hôtels, quand vous parlez d'hôtel 1 étoile, c'est un hôtel économique et c'est en termes de chambres. À partir de 1 étoile, les chambres sont minimum 9 mètres carrés. 9 mètres carrés et doivent prendre 2 personnes. Et la douche peut être commune, comme la douche peut être collective. Ça, c'est à partir de 1 étoile. Disons que c'est le luxe qu'on mesure. À partir de 2 étoiles, ça c'est le bas de gamme. Après, on a le moyen, gamme moyenne. Après, hôtel de luxe. Bon, les 5 étoiles, ça veut dire c'est les hôtels de luxe. Quand vous arrivez dans ces hôtels 5 étoiles, la personne qui arrive là-bas, c'est un milliardaire. Qui a thésaurisé des milliards, il n'a pas besoin de se faire emmerder. Vous allez le chercher à l'aéroport, il y a un huissier qui prend sa voiture, on va garer son parking, on le conduit. C'est-à-dire qu'il faut vraiment montrer patte blanche devant lui, et il vous signe le chèque. Donc c'est en termes de satisfaction morale. Ce n'est pas en termes de 5 étages ou de 10 étages. Mais est-ce qu'on a ces hôtels-là ici, au Tchad, les 5 étoiles? Hein? Les 5 étoiles. Oui, on a des 5 étoiles. On a 5 étoiles, malheureusement, nous avons fermé l'hôtel Hilton, c'est 5 étoiles, c'est fermé. Novotel, c'est 5 étoiles, et puis ainsi de suite. Il y en a. Mais si l'organe de classification, parce que pour avoir 5 étoiles, il faut à peu près 360 critères. Mais lorsque l'organe se mettra, l'État mettra l'organe en place, les 360 critères là, s'il vous manque, vous êtes en décadence, on retire aussi 1 étoile. C'est pas pérenne, hein. Il ne faut pas croire que j'ai 5 étoiles, je vais dormir. Oui, on vous dégrade. Ah non, vous ne dormez pas. Chaque année, vous montez la qualité du service. Sinon, on évalue, et on évalue chaque année. Et on évalue aussi en termes de gastronomie.
Donc l'évolution, c'est ça, je dis que nous on le mesure en termes de quantité d'arrivée des touristes. On est parti de 100 à 1000 et aujourd'hui on est à 170 000. Et même dans les 170 000, c'est même pas les touristes. C'est les fonctionnaires de UNICEF, de ONU qui font des va-et-vient. C'est pas les vrais touristes, mais on les compte quand même comme des touristes pour gonfler le nombre, parce qu'on escompte avoir nos 500 000 pour avoir le label. Quand le touriste veut venir, il demande d'abord est-ce que le Tchad est une destination touristique. Parce que lorsque vous avez le label de l'OMT, destination touristique, le type, il sait que l'OMT a tout réglé. Il va venir tranquillement. Mais si vous n'avez pas le label, comme c'est le cas du Tchad, c'est pas une destination touristique. Donc, je viens parce que je veux prendre le risque. Mais si je ne veux pas prendre le risque, je suis sérieux, je ne viens pas dans un pays qui n'est pas une destination touristique. C'est ce que ça veut dire. D'accord. Oui, Monsieur Sem, j'espère qu'à la sortie de cette émission, j'irai certainement. J'ai vraiment l'envie d'aller sur le lac Tchad. Alors, dites-moi, quelles sont les différentes activités qui sont menées, par exemple, sur le lac Tchad là-bas, en matière touristique? Bien, moi je voudrais d'abord compléter ce que le président vient de souligner. La responsabilité de l'État, c'est la première des choses, c'est vrai. On a parlé infrastructure et tout. Mais il y a un point peut-être que le président a omis. Le mot sécurité est indispensable pour le concept global du tourisme. Pas de sécurité, pas de tourisme. Et la sécurité en un seul mot. Ben, maintenant, les activités autour du lac Tchad, eh bien, je ne vais pas les citer en pêle-mêle parce que, je dis bien, on fait de l'écotourisme. Donc, de l'écotourisme, on prend en compte globalement le concept de l'environnement, mais on précise dans l'environnement, parce que c'est éco, donc écologie, on prend en compte la valorisation des ressources naturelles. Aujourd'hui, je pourrais te dire, par exemple, on a parlé du poisson que tu vas manger, on a parlé, tu vas vivre avec les gens, comment les gens y vivent, comment les gens y dansent et tout. Ça, je peux te le faire découvrir, et bien, très joli. Et tout le monde vient découvrir ça parce que si tu vas, par exemple, sur l'île de Kinaserom, qui est l'une des premières îles qui marque bien les plus grands changements climatiques du Tchad, cette île a été découverte, par exemple, par des pêcheurs. Ces pêcheurs, la bonne histoire, ils sont 8, tous des immigrés. Ils ont découvert l'île de Kinaserom pendant la pêche. Et ils cherchaient où étaler leurs poissons parce qu'ils étaient perdus. Et ils résidaient à Dougia. Pour revenir à Dougia, ils ont perdu la route et ils ont vu la terre. Ah bon, il y a la terre, on y va. Ils ont étalé les poissons. Le lendemain, le temps de quitter, il dit, on fait une petite pêche. Alors là, il capture beaucoup de poissons. Le pêcheur, il dit, on s'installe. Voici comment l'île de Kinaserom est née. Maintenant, tu vas découvrir les danses, tu vas découvrir comment les gens ils font les pêches, quelles sont les différentes formes de pêche, les pêches populaires, il y a la pêche organisée, il y a la pêche ordinaire, ainsi de suite. Les moyens de pêche, il y en a beaucoup. Et quand tu reviens sur la terre, avant d'accoster, eh bien bon, pour ceux qui ont peur, on porte des gilets et tout pour voyager. Ceux qui n'ont pas peur aussi, ça va, il n'y a pas de problème, on voyage avec des pirogues moteurs. Voilà, on fait des différentes îles et puis tu vas trouver les serpents, tu vas trouver les hippopotames, tu vas trouver les crocodiles dans la nature, ainsi de suite. Beaucoup, il y en a beaucoup, il faut découvrir. Après, tu vas tomber sur les oiseaux, alors là aussi, on te dit, plusieurs fois je suis tombé sur des oiseaux qu'on a capturés, qui ont des indices sur les pattes. Ça veut dire que cet oiseau n'est pas tchadien, à quitter quelque part, parce qu'on laisse des coordonnées dessus, et puis tu le rattrapes. Alors, on te dit, il faut le libérer. Tu l'as trouvé, mais il faut le libérer. Est-ce que le Tchadien a cette culture? Nous, on a trouvé, mais on a mangé. Donc, globalement, on veut que dans notre pratique autour du lac Tchad, comme on le sait, que ceux qui veulent découvrir le Tchad, qu'on découvre le lac Tchad bien, mais qu'on ne le salisse pas. Donc, voici notre politique. On fait de lac Tchad un point vrai, comme on le sait dans le monde aujourd'hui, et beaucoup de gens commencent à vouloir découvrir. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, le Tchadien, après la loi 17, je crois bien,
qui interdit le charbon et tout le monde se rabat aujourd'hui à consommer le palmier doum. Eh bien maintenant je vais vous amener à voir comment on récolte le palmier doum et comment ça arrive jusqu'à la surface terre et pour que ça serve la population d'Injamena. Alors là c'est des choses que nous devrons prendre en compte dans le concept de l'écotourisme. Le tourisme tchadien, c'est les ressources naturelles à découvrir, ça, comme le dit le SG de la fédération. Alors, Président, dites-nous, tout au long de ce débat, nous avons constaté que le tourisme participe l'impact du tourisme dans l'économie, dans l'économie nationale. Oui. Bon, je vais vous parler un peu de l'impact en termes de chiffres parce que ça se comprend plus facilement. Les structures hôtelières, d'abord l'impact public, parce que l'État a beaucoup investi. L'investissement public dans les structures hôtelières, aujourd'hui, l'évaluation par les députés, je crois que le budget de 2017, nous sommes arrivés à 230 quelques milliards. Ça, c'est l'État. Le privé, c'est 100 et quelques milliards. Donc, au total, on est à environ 430 quelques milliards d'investissement de structure. Vous voyez, c'est de l'économie. En termes de produit national brut, ça représente à peu près 10%. Mais en termes de fiscalité, je me réfère toujours à l'année 2017, le secteur a versé 15 milliards de recettes fiscales aux impôts. 15 milliards de recettes fiscales aux impôts. Et avant l'arrivée de Covid, nous avons fait des projections. Et dans nos projections, logiquement, l'évolution jusqu'à 2030, on devait être à 100 milliards de recettes fiscales. 100 milliards de recettes fiscales. Ça, c'est nos projections. À condition que nous recevons un minimum de 500 000 touristes. Je dis qu'on est à 177 000. Si la progression est bonne, avec tout ce que le privé et le public a à faire, si on le fait dans les normes, nous allons atteindre 100 milliards de recettes fiscales, côté tourisme. Maintenant, je prends le tourisme a plusieurs piliers. Mais je prends un seul pilier, le tourisme a à peu près 7 piliers, mais je prends le pilier hôtellerie. L'hôtellerie a elle aussi 5 piliers. Quand vous entrez dans un hôtel, c'est 5 piliers. Donc, vous avez la restauration, vous avez la cuisine, vous avez l'accueil, vous avez la sécurité et l'hébergement. Les 5 piliers pour un petit hôtel, si minime soit-il, chaque pilier embauche au moins 5 personnes. Au moins 5. Au niveau de la cuisine, par exemple. Hein. Voilà. Ça, c'est le minimum. Donc, dans un petit hôtel de 20 à 25 chambres, cet hôtel peut embaucher 50 personnes. À répartir dans différents... C'est-à-dire 10 personnes, 10 personnes. Mais dans les plus grands hôtels, ça va crescendo. Donc du coup, pour l'emploi... Oui. Du coup, pour l'emploi, la référence que j'ai donnée tout à l'heure, là, 2017, là, le secteur a recruté 90 000. Tout secteur, tout emploi confondu. Donc, vous voyez, en termes d'investissement, en termes de participation dans l'économie, malgré qu'on est encore à un état balbutionnnaire, vous voyez, on participe déjà, on participe même beaucoup. Monsieur Sem Seka, vous avez parlé ici vous avez promis nous amener par exemple à visiter le lac Tchad. Alors, dites-nous, quel est donc l'impact de nos visites par exemple sur l'économie nationale? Eh bien, bon, logiquement, du moment où on fait tourner de la monnaie, l'impact économique est clair. Mais est-ce que cet impact est mesurable? C'est ça la difficulté. Parce que pour que cet impact soit mesurable sur ce que nous faisons, en tant qu'entité, nous faisons des déclarations fiscales, nous faisons également les différentes taxes existantes. Or, c'est pas tout.
Parce que pour parler de sa représentation au niveau des PIB, il faudrait qu'on sache qu'est-ce que les touristes eux aussi dépensent. Malheureusement, on n'a pas tous les indicateurs qu'il faut, mais sinon, c'est important. C'est une valeur importante. Parce que quand tu prends un seul touriste sur sa destination de N'Djamena jusqu'à le lac, pour une journée, c'est pas moins de 110 000, 120 000. Pas moins ici. Alors là, c'est celui-là qui va jusqu'à toucher l'eau. Il doit arriver, il y a le transport, parce que c'est une chaîne, hein. Il y a le transport terrestre qui est là. Après le transport terrestre, tu vas prendre le transport fluvial. Ça aussi, tu dois dépenser de l'argent. Tu dois arriver sur le site, sur les îles. Tu es intéressé par le poisson, tu es intéressé par la danse, on va te le faire. Tu es intéressé pour découvrir des espèces, on va t'amener à les découvrir. Tu as de ces petites incidences-là qu'il faut capituler pour dire, ok, le touriste va dépenser combien d'argent. Nous, on le sait, mais on n'a pas des outils pour se rendre compte à quoi ça représente. De quel genre d'outils que vous parlez? Voilà. Les outils, ça doit être les taxes. Il faut un mécanisme. Voilà, et toute une chaîne dans les mécanismes. Partout dans le monde, quand on va dans les sites, on a toujours des petits reçus. Ce sont ces petits reçus-là qui disent, ok, l'ensemble des reçus dont tel. Donc, on se rend compte que oui, ça représente tel niveau au niveau économique. Mais malheureusement, bon, on fonctionne sans reçu, on fonctionne sans organisation en un seul mot. Ce n'est pas organisé pour que je puisse dire que ça représente tel pourcent. Non. Mais les retombées sont claires parce que aujourd'hui, quand tu dis, ok, moi je viens avec des touristes, mais les populations sont engagées, ils sont contents parce qu'ils trouvent leur compte dans ça. Donc c'est déjà important. Mais c'est question d'organiser. Il faudrait que l'État nous aide à organiser pour que ce que dit le président soit plus visible. Parce que là, c'est parti des calculs simples. Mais si on commence par bien l'organiser, on va trouver mieux que ça. Donc c'est ce qui manque autour de l'ensemble du concept du tourisme dans les différentes îles du lac ou dans les parcs ou les aires protégées où se pratique encore un peu le tourisme. Il y a des retombées, mais sauf que c'est pas organisé. Donc ces retombées-là sont juste doivent être organisées, par exemple, avoir des guides en un seul mot. Pour nous d'autres, on a besoin des guides pour commencer. Des guides qui sont capables d'accueillir un touriste, lui montrer ce qu'il veut, lui présenter le milieu, lui décrire l'histoire, lui dire ça c'est telle chose en dialecte, ça c'est telle chose peut-être en français, ou ça c'est telle chose avec son nom scientifique, pourquoi pas? C'est comme ça que ça se passe. Mais malheureusement, les guides que nous avons, nous sommes nous-mêmes guides d'abord, en tant que promoteur. Deuxième chose, les guides que tu utilises, c'est de la débrouillardise. Mais on arrive à satisfaire le besoin de nos clients. Mais je pense que en matière d'impact sur le PIB, c'est important. C'est important. Ça a beaucoup de valeur. Oui, Président, vos suggestions de telle sorte que le tourisme puisse au moins contribuer au développement socio-économique du pays. Vos suggestions? Je reviens encore sur l'État. Parce que c'est une industrie. Pour faire sortir du pétrole, on a mis les moyens. Et nous disons que le tourisme, aujourd'hui, c'est la première industrie sur le plan planétaire, mondial, ce n'est pas local. Donc, l'État, il y a des choses que l'État doit faire nécessairement. Mais il y a des choses qu'on n'a même pas besoin d'investissement pour faire. Ce qui manque aujourd'hui pour que le tourisme démarre, qu'est-ce que les investisseurs privés comme internationaux demandent? Mais il faut un code. Il faut un code de tourisme. Parce qu'aujourd'hui, on a des problèmes avec la fiscalité. On a des problèmes avec des lois. Les gens qui arrivent, qui investissent, on ne peut pas venir mettre 2 milliards, demain la loi change. Ça veut dire quoi ça? Vous voyez le cas de Hilton. Les lois changent tout le temps. Ou bien même si les lois sont là, ils ne sont pas respectés. Donc ça veut dire que l'argent n'est pas sécurisé. On ne peut pas
même le dernier imbécile ne peut pas venir mettre dans son argent quelque part où il n'y a pas de sécurité. Je parle de la sécurité de la monnaie, pas la sécurité physique. Donc, pour décanter ce problème, et ce que nous déplorons, et nous continuons de déplorer depuis une bonne dizaine d'années, nous avons des mémorandums que nous avons déposés auprès du gouvernement pour exiger le code. Parce que dans ce code-là, tout sera clarifié. Tout. Les conventions d'établissement, les fiscalités, et pourquoi tout sera clarifié. Aujourd'hui, les gens pensent qu'on est en conflit avec les fiscalités, on est en conflit. Non, un bon homme d'affaires, c'est quelqu'un, vraiment, nous les hommes d'affaires, lorsque tu as fini de payer des impôts là, tu vas ouvrir une boîte de champagne. Tu vas sabler le champagne, parce que tu es content. On a besoin de payer les impôts. Mais la même chose, on va te réclamer 10 fois, 100 fois, 20 fois, parce qu'il n'y a pas de code. Si c'est dans le code, voilà. On est parti en France, je ne sais pas, les gens ont fait du tout pour aller voir les bailleurs à gauche, à droite, ils sont restés un mois à Paris. Mais où est le résultat? Parce que les gens veulent voir la loi. Le PND. Le PND. Les gens reviennent et disent, mais oui, vous avez fait le PND, mais derrière ce PND, où est la loi? Où est la loi qui va protéger nos investissements? Mais il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de code. Mais le jour où l'État, je dis, nous, on a les maquettes. On a déjà la maquette du code. C'est déposé auprès du gouvernement. Pourquoi ça ne sort pas? On n'a même pas besoin de... Les fonctionnaires sont là, les économistes sont là, les statisticiens économistes sont là. Tout le cerveau est là. Mais s'asseoir et puis signer le code là, ça fait 20 ans ça traîne. Pourquoi? Mais c'est ça. Un coup, on cherche l'argent, un autre coup, on ne veut pas de l'argent. Et on dit une chose. On refuse l'argent. Oui, on dit une chose de son contraire. Une chose de son contraire. On vous dit, à Paris, il y a 60 millions de visiteurs. Chaque 2 secondes, un avion atterrit. 60 millions de visiteurs par an. Chaque 2 secondes, les avions sont à l'accueil comme ça. Parce que les gens ont travaillé les lois, travaillé les codes, sécurisé et tout. Mais il n'y a pas ça ici. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est de la même sorte que vous pensez aussi. Mais bon, moi je pense que c'est vrai. Aujourd'hui, on a besoin d'avancer, mais on ne peut pas avancer sans les lois. Les textes qui régissent le tourisme au Tchad, ben, il y en a, mais on n'est pas au top. C'est dire, les investisseurs aujourd'hui, surtout touristiques, ne peuvent pas s'hasarder à venir au Tchad, parce que nos textes ont des soucis. Et on interpelle toujours l'État. Qui dit texte, c'est l'État. On a besoin qu'aujourd'hui, même au niveau local, pour nous d'autres surtout qui sont carrément en milieu rural, nous évoluons dans ce milieu rural, on a besoin que ça soit organisé. Et organiser, c'est toujours les textes. Et on a besoin que le ministère, par exemple, du tourisme, dise « Ok, je vais organiser le secteur ». Organiser le secteur comment? Il faudrait que ça soit bien fait. Pour que nous, quand nous présentons un certain nombre de choses, aujourd'hui, le monde est planétaire. On a besoin de l'Internet, on a besoin de tout pour dire on va vendre l'image des choses. Quelle image tu vas vendre quand l'image n'est pas certifiée, n'a pas une maison de crédit? On dit, bon, je prends des photos, je les mets sur le bouquet, on s'en fout, on a regardé. Mais en bas, on n'a pas dit que c'est signé État tchadien. Ou il n'y a pas une structure de l'État qui a dit je vends l'image de tel. On a besoin par exemple qu'aujourd'hui c'est le ministère à travers ses différents organes qui puissent se dire ok, l'image de tel dans telle destination arriver. C'est comme ça qu'on est crédible. C'est ça. On a besoin du marketing autour de tous nos produits. On en a besoin d'une grande communication pour que ça puisse marcher. Nous, on ne peut pas communiquer comme l'État. Comme une structure d'État, non. Ça, c'est là le vrai problème. Comment c'est pas certifié? Alors, il va falloir que la communication, qu'on développe vraiment la communication autour du tourisme. Oui, développer la communication autour du tourisme. Et puis du marketing autour de ça. Et c'est les deux choses qui vont dire, ok, ça doit élever les choses. Donc, si les deux ne sont pas faits, quoi qu'on fasse, déjà je me le permets, parce qu'au niveau local, on n'a pas du tourisme. Imaginez-vous qu'on soit là, aujourd'hui, il y a la crise, même le Tchadien, il ne connaît pas ce qui existe
dans son pays. Oui, oui, effectivement, vous avez déjà une fédération tchadienne des professionnels du tourisme. Est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité, vous, en tant qu'acteur impliqué dans le tourisme, dans la promotion du tourisme? Peut-être une dernière question? Oui, mais je ne peux pas dire qu'on n'a pas une part de responsabilité. Peut-être qu'on a une part de responsabilité qu'on ignore. Mais il y a des choses que nous, on ne peut pas faire. Et ces choses-là, ce qui nous revient de faire, c'est de relever, le déplorer et demander à l'État, si vous voulez vraiment qu'on avance, qu'on ramasse l'argent du tourisme comme tous les pays du monde, ben, aidez-nous à faire ça. Et ce mémorandum-là, ça fait 20 ans, on le dépose, on le retoilette, on le dépose, on le retoilette. Chaque 3 mois, le ministre est parti. L'autre vient, il ne sait pas, il faut le reprendre. L'instabilité. L'instabilité. Donc, notre part de responsabilité, c'est de relever. Nous sommes sur le terrain. D'abord, la fédération a été suscitée par le ministère. C'est le ministère qui a suscité la création de la fédération. Effectivement, de relever les manquements du terrain et de pousser vers eux. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, notre responsabilité, on la prend et on l'exécute et on est dessus. Oui. Oui, peut-être, dernière question, peut-être à m'adresser aux promoteurs de tourisme dans le lac Tchad. Dites-nous en conclusion, en termes de suggestions. Bien, bon, en termes de suggestions, c'est que aujourd'hui, le lac Tchad, pour beaucoup, pensent que le lac Tchad est loin. Le lac Tchad n'est pas loin. Et à peine 100 quelques kilomètres de N'Djamena. Et la cuvette sud du bassin du lac Tchad est très intéressante. On a des îles qu'on peut visiter. On a tout le rocher aux éléphants, qui est une très grande colline avec une grande végétation. Et je pense que l'État ne fera qu'encourager en termes de marketing, de communication autour, afin de permettre aux écoles, aux institutions, et pourquoi pas n'importe quelle institution, d'aller visiter, parce que le lac Tchad, c'est pour le Tchadien. Il est question que chaque Tchadien découvre ce lac pour comprendre c'est quoi et que c'est important. Voici comment on peut encore développer notre tourisme local à ce niveau, et le tourisme international viendra plus tard. Mais il est temps que l'État, dans cette politique, puisse accompagner les promoteurs à différents niveaux, parce que le tourisme, ce n'est pas seulement celui qui fait l'accompagnement, c'est aussi celui qui fait le transport, c'est aussi celui qui trouve l'idée, c'est aussi celui qui doit restaurer, c'est toute une chaîne. Maintenant, en faisant cette petite politique de faire découvrir le lac Tchad à la population tchadienne, je crois, surtout pour ceux de N'Djamena, déjà, l'État aurait fait quelque chose de bien. Et ça, ce sont nos attentes, parce qu'on va aider à travers ça les jeunes, les femmes qui sont dans les îles du lac Tchad, après tous les événements de Boko Haram que vous imaginez, et ça les sort de quelque part. Voici comment on entend aider cette population lacustre qui attend de nous juste une visite pour vivre ensemble. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ainsi prend fin notre rendez-vous. Nous venons de recevoir sur ce plateau 2 invités. Il s'agit de Djorbay Koumdeita et Sem Seka. Il était question au cours de cette émission de l'évolution et de l'impact du tourisme sur l'économie nationale. Au revoir et à la semaine prochaine. Merci.